En 2023, un animé vient bouleverser le public et s'imposer comme l'une des meilleures séries de l'histoire, Frieren. Avec une note de 9,30 sur 10 sur MyAnimeList, il détrône Fullmetal Alchemist Brotherhood qui régnait au sommet depuis plus d'une décennie. Pourtant, cet animé a failli ne jamais exister. Ou plutôt, il a failli exister dans une forme différente. Car derrière son succès, on retrouve un studio mythique du nom de Madhouse. Si ce dernier existe depuis des années, il a failli disparaître du jour au lendemain et tout ça à cause d'un seul film. Un film d'animation fou, irréalisable et qui s'est avéré être l'un des paris les plus dangereux jamais tentés par un studio japonais. Un projet qui allait engloutir des années de travail, des millions de dollars et mettre à genoux l'un des plus grands noms de l'animation. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir presque 20 ans en arrière. Alors avant toute chose, je me permets de faire une petite pause dans notre histoire pour vous montrer un truc qui m'a vraiment bluffé. Voici la Red Magic Astra Gaming, la toute nouvelle tablette spécialement pensée pour les gamers. Et quand je dis gamer, je parle pas des addicts à Candy Crush. Non, là on parle de Genshin Impact en ultra ou encore de Call of Duty mobile sans aucun lag. En même temps, c'est pas étonnant quand on découvre le monstre qui se cache à l'intérieur. Un processeur Snapdragon 8 Elite, une puce gaming Red Core R3 Pro jusqu'à 24 Go de RAM et même 1 Tera de stockage. Clairement, c'est plus puissant que certains PC portables que j'ai pu voir ces dernières années. Et c'est pas tout. Avec son écran OLED de 9,06 pouces en 2,4K à 165 Hz, que ce soit pour jouer, regarder un animé ou faire du montage, tout s'affiche de façon ultra fluide et ultra propre. Mais le plus magique, c'est qu'elle surchauffe jamais. Même après des heures de gaming, grâce à son système de refroidissement Liquid Metal 2.0 et son ventilo intégré, elle reste froide, stable et silencieuse. Et comme si ça suffisait pas, l'Astra Gaming de chez Red Magic, c'est aussi une batterie de 8200 mAh, soit plus de 5 heures de jeu intense ou bien 33 heures de visionnage, et qui bien évidemment se recharge en à peine plus d'une heure. De plus, vous pouvez activer le Diablo Mode pour pousser les performances à fond de la tablette, atteignant jusqu'à 120 fps même sur Genshin, de quoi rendre la réactivité ultra fluide sans chute de FPS. Bref, c'est vraiment une alternative incroyable à un setup de gamer, d'autant plus que vous pouvez y brancher une manette ou un clavier et jouer facilement jusqu'à 120 fps. Alors ne passez pas à côté de ce monstre de technologie et procurez-vous vous aussi votre Astra Gaming directement avec le lien dans la description. Au début des années 2000, il y a un nom qui fait rêver n'importe quel amateur d'animation japonaise, Madhouse. C'est un studio qui, depuis sa création dans les années 70, s'est taillé une réputation presque mythologique. Dans les années 90, ils imposent leurs pattes sur des œuvres marquantes comme Trigun, Cardcaptor Sakura ou encore Perfect Blue. Dans les années 2000, ils passent à la vitesse supérieure et enchaînent les coups d'éclat. Nana, Monster, Kaiji, Paranoia Agent, Black Lagoon, Paprika, Animatrix ou encore Death Note. En bref, autant de titres qui explosent les frontières entre cinéma, télévision et expérimentation artistique. Mais surtout, à cette époque-là, Madhouse c'est un peu les galactiques de l'animation, une sorte de constellation de talents réunis sous le même maillot. On peut citer Mamoru Hosoda, Satoshi Kon, Masaki Yuasa ou encore Morio Asaka. Chacun d'entre eux apporte sa vision, aidé par la direction du studio qui leur donne une liberté unique. En gros, c'est simple, chez Madhouse, on cherche pas à coller aux tendances, on veut les créer. Ainsi, on prend des risques, on donne carte blanche aux réalisateurs et on mise sur des projets atypiques, voire complètement fou. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche. Madhouse devient synonyme de qualité, un label qui garantit une ambition visuelle et narrative au-dessus du lot. Cependant, ce genre de liberté créative, ça a aussi un prix. Parce que si le prestige est immense, la rentabilité est plus fragile. Les gros succès commerciaux sont pas toujours au rendez-vous et certains projets rapportent moins qu'ils ne coûtent. Ainsi, dans les couloirs, on sait que le studio joue parfois avec ses propres limites financières, mais on mise sur la passion et sur l'espoir qu'un chef-d'œuvre trouvera toujours son public. Et c'est donc dans cet état d'esprit que Madhouse va accepter l'un de ses paris les plus insensés. Un projet qui va concentrer tout ce qui fait leur force, la liberté, l'audace ou encore l'excellence technique, mais aussi tout ce qui menace leur survie. Un film pensé comme un hommage ultime à l'animation faite à la main et qui va se transformer au fil des années en un gouffre temporel et financier. Ce film, c'est Redline.
Mais pour comprendre comment Redline est né, il faut revenir en 2003. Cette année-là, Madhouse produit un court-métrage un peu ovni du nom de Trava Fist Planet. Alors, c'est clairement une petite bombe visuelle, hein. On a une animation nerveuse, un univers délirant et des designs anguleux avec des ombres très brutes. D'ailleurs, ce style très atypique, on peut y trouver des inspirations dans le travail d'un certain Yoshiaki Kawajiri. Alors, pour faire simple, c'est un réalisateur de légende à qui on doit des films comme Ninja Scrolls ou encore Vampire Hunter D Bloodlust. Et si je cite ces deux œuvres, c'est loin d'être anodin. Parmi les nombreux animateurs qui ont bossé dessus, on retrouve un jeune prodige du nom de Takeshi Koike, soit le même qui a co-réalisé Trava Fist Planet. Ainsi, ce court-métrage, c'est avant tout une carte de visite parfaite pour montrer ce que Koike a dans le ventre. Parce que à ce moment-là, c'est pas encore un grand nom du cinéma d'animation. Certes, comme on l'a dit, il a fait ses armes comme animateur clé sur des projets cultes en étant formé sous l'aile de Kawajiri. Mais avec Trava, ça lui permet de se faire plus que jamais connaître pour son sens de l'exagération et son style graphique immédiatement reconnaissable. Ainsi, en découvrant tout ça, un petit producteur du nom de Daisuke Kimura voit en Koike l'homme parfait pour diriger un long métrage d'animation complètement débridé qui ferait office de suite indirecte à Trava. L'idée, prendre l'essence d'une course automobile et la propulser dans un univers où tout est possible. Pas de contraintes physiques, pas de limites réalistes, juste une explosion de couleurs, de vitesse et de folie pure. Ainsi, vous l'avez compris, le concept initial sur le papier, il est plutôt simple. C'est un film de course futuriste où la compétition appelée Redline n'obéit à aucune règle. Mais pour Koike, ça sera bien plus qu'un divertissement. Il veut créer le plus grand film d'animation jamais réalisé à la main. Pas de 3D, pas de raccourcis techniques, tout doit être dessiné image par image avec un souci maniaque du détail. Et clairement, c'est un pari artistique à contre-courant de l'époque où l'industrie commence déjà à chercher des méthodes plus rapides et moins coûteuses. Alors, je rentrerai pas plus en détail sur le sujet ici, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais le plus étonnant, c'est que Madhouse, fidèle à son esprit des années 2000, dit oui. Il lui offre carte blanche avec aucun compromis sur la vision, ni même de comité de production trop gros qui pourrait le restreindre. Bon, qu'on se le dise, c'est une situation et une opportunité totalement folle qui, aujourd'hui, ne pourrait clairement plus se dérouler dans aucun studio. Et en même temps, c'est pas étonnant, parce que à ce moment-là, personne ne se doute que ce projet, censé durer 2 ou 3 ans avec une sortie planifiée pour 2006, va se transformer en une aventure de 7 années de production, engloutissant du temps, de l'argent et une partie de l'énergie vitale de Madhouse. Alors, la faute, elle revient d'abord à la vision de Koike. S'il a accepté de faire ce film, c'est pas pour le faire vite et bien. Lui, son objectif, c'est de prouver que l'animation 2D traditionnelle peut encore rivaliser avec toutes les technologies modernes et même les dépasser. Ainsi, chaque plan doit être d'une fluidité irréprochable, chaque mouvement doit être pensé comme une chorégraphie mécanique et chaque image doit être un tableau. Résultat, plus de 100 000 dessins faits à la main. C'est colossal. Alors oui, si on prend un film sorti à la même époque comme Pogno sur la falaise, on retrouve près de 170 000 dessins faits main, ce qui est clairement monstrueux. Mais là où Redline se différencie des Ghibli, c'est par l'intensité de chaque plan. Si Miyazaki aime proposer beaucoup de plans calmes et contemplatifs qui vont parfaitement avec son style, ici, chaque dessin est au service de séquences d'action ultra denses et détaillées, ce qui augmente forcément énormément la charge de travail. Ainsi, les années passent, les coûts s'accumulent et le calendrier est rallongé. Finalement, au bout de 7 années de travail acharné, le film est enfin prêt. Sauf que l'industrie a changé et Madhouse, lui, est en train de vaciller. Bon, cependant, c'est bien sympa de parler des 7 années de production, des plus de 100 000 dessins et des milliers d'heures de travail, mais c'est quoi l'objectif derrière tout ça ? Qu'est-ce que le film veut raconter? Tous les 5 ans, quelque part dans la galaxie, se tient la compétition automobile ultime, la Redline. Ici, pas de règles, pas de freins et surtout pas de limites. Les pilotes viennent des 4 coins de l'univers et tous les coups sont permis. Alors, certains transforment leur véhicule en machine de guerre, là où d'autres l'adaptent pour foncer sous terre ou glisser sur l'eau. Ainsi, au milieu de toute cette folie mécanique, on fait la connaissance de JP, un humain au brushing improbable et au style de rockstar. Si on peut le considérer comme un ancien prodige du volant, sa carrière a déraillé après des magouilles avec la mafia. Seulement, par un mélange de chance et d'obstination, il se retrouve à être l'un des 2 seuls humains qualifiés pour la Redline. Face à lui, on retrouve toutes sortes d'extraterrestres, de cyborgs, de créatures étranges, tous plus extravagants les uns que les autres. Et parmi eux, on découvre Sonochi McLaren, l'autre pilote humaine qui,
elle aussi rêve de la victoire. Mais cette année, la course ne sera pas la même, car cette fois-ci, la Red Line se déroule sur RoboWorld, une planète militarisée qui considère la course comme un acte hostile. Ainsi, ils vont tout faire pour la saboter, présence de soldats, de pièges, d'armes biologiques, bref, tout est en place pour transformer l'événement en un champ de bataille. Bon, qu'on se le dise, Red Line, c'est pas un film que tu regardes pour le scénario. Ici, l'intérêt se trouve pas dans des retournements de situation, mais dans la manière dont cette histoire simple est mise en scène. La structure y est efficace avec une montée en puissance jusqu'à la course finale. Et surtout, le film excelle à construire son univers. En 2 ou 3 scènes, on comprend la réputation de JP, la relation d'amitié trahie avec son mécanicien Frisbee, ou encore la rivalité amoureuse avec Sonochi. Si bien que tous ces éléments servent de toile de fond à ce qui reste ni plus ni moins qu'un film d'action. Et en ce sens, Red Line est magistral. Mais au-delà du fun immédiat, je trouve que le film parvient aussi à dégager un petit sous-texte thématique qui reste agréable. Parce que, mine de rien, l'histoire oppose une bande de marginaux à un régime autoritaire. Ainsi, à travers tout son délire, le film est une véritable célébration de l'esprit libre. Car Red Line est une invitation à suivre nos passions jusqu'au bout et à ne pas se plier aux règles absurdes. Alors certes, le message est léger, mais il est tout de même présent. Et surtout, ce parfum de rébellion joyeuse qui se dégage de l'histoire rend le film attachant au-delà de son simple aspect technique. Et ce discours, je suis pas le seul à l'avoir. En octobre 2009, après des années de production chaotique, Red Line est enfin prêt. Le film est présenté en avant-première au Festival de Locarno en Suisse et les critiques y sont unanimement bluffés. Mais dès sa sortie au Japon en 2010, la sauce est pas la même et le public s'avère plus que frileux. Alors c'est compliqué de trouver des chiffres 100% sûrs à propos du box-office puisque visiblement le studio s'est pas vraiment vanté des résultats. Cependant, de ce qu'on en sait, Red Line a été diffusé à l'international dans quelques salles et a rapporté des recettes s'élevant à 214 000 $. C'est clairement pas beaucoup. Et sur le marché japonais, selon les rumeurs qui tournent le plus, le film aurait coûté 30 millions de dollars et n'en aurait rapporté que 8 millions. Bref, c'est un échec commercial net. En comparaison, Pogno sur la falaise, sorti 1 an plus tôt, a coûté à peu près la même somme, mais a généré au box-office plus de 200 millions de dollars. Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça. D'un côté, on a Ghibli avec Miyazaki qui vient d'enchaîner Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke qui a eu un Oscar en 2002 et dont le nom résonne dans le monde entier. Et de l'autre côté, on a Takeshi Koke, totalement inconnu du grand public et surtout un marketing bancal pour vendre le film. Ainsi, pour Madhouse, c'est un coup de massue. Red Line était supposé incarner leur savoir-faire et leur audace, mais ils se retrouvent noyés au milieu d'un marché en pleine mutation. Et en interne, l'onde de choc est très forte. Si le studio traversait déjà une situation financière compliquée, cet événement vient provoquer une véritable crise. Alors, certaines œuvres comme High School of the Dead, Summer's Wars ou encore Tatami Galaxy s'en sortent plutôt bien, mais pas suffisamment pour sauver les meubles. Si bien qu'en 2011, Madhouse est en majorité racheté par Nippon TV, un conglomérat japonais massif. Et à partir de là, les règles vont changer. La nouvelle politique, elle est simple. Moins de projets expérimentaux à gros budget et plus de séries et films avec un gros potentiel commercial. Hunter x Hunter, Overlord, No Game No Life ou encore One Punch Man. Alors, cette stratégie, elle va s'avérer payante et va permettre à Madhouse de retrouver un équilibre financier et de revenir dans la lumière. Mais forcément, le studio va aussi perdre une partie de son ADN créatif. Surtout que suite au rachat par Nippon TV la même année, Masao Maruyama, pourtant cofondateur et visage de Madhouse, décide de quitter le studio pour fonder MAPPA et retrouver sa liberté créative. Si bien qu'avec tout ça, Red Line va peu à peu sombrer dans l'oubli. Mais avec le temps, Takeshi Koike va prendre sa revanche. Au fur et à mesure des années, avec une sortie en Blu-ray, des projections en festivals spécialisés et surtout le bouche à oreille des fans d'animation, Red Line commence à refaire surface. Sur internet, ces séquences de courses tournent en boucle, partagées de forum en forum, de vidéo en vidéo et attirent chaque année de nouveaux spectateurs curieux. Ainsi, aujourd'hui, Red Line est devenu un film culte. Pas au sens d'un succès de masse, mais comme une œuvre repère qu'on montre pour expliquer ce que l'animation japonaise peut offrir quand on lui laisse carte blanche. En bref, un film qui, ironiquement, n'a gagné sa course que bien après le drapeau final.